Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour parler des piles dans le cadre du programme de chimie de la classe de première S. Tout d'abord, quel est le rôle physico-chimique d'une pile? Une pile, ça doit fournir de l'énergie à des appareils électriques par transfert électrique, noté WE. Il y a 4 transferts d'énergie. Celui qui nous intéresse, celui qui concerne la pile, c'est le transfert électrique. Le diagramme énergétique, le diagramme des échanges d'énergie, donnerait donc la pile qui fournit du travail électrique, WE, et je rajoute un petit peu de transfert thermique, tout simplement parce qu'une pile, lorsqu'elle fonctionne, finit par chauffer. Donc si elle chauffe, ça veut dire qu'elle chauffe l'atmosphère, donc elle échange un petit peu d'énergie avec elle. Et cette énergie, Q, c'est le transfert thermique. Alors je l'ai mis en pointillé parce que c'est quand même pas l'objectif de la pile, c'est pas son but, mais malheureusement on ne peut pas passer à côté. La pile qui fournit cette énergie et qui n'en reçoit pas, ça veut dire forcément qu'il y a une de ces formes d'énergie qui diminue. Alors ce n'est pas l'énergie cinétique, ce n'est pas l'énergie potentielle de pesanteur lorsqu'elle est immobile et qu'elle reste à la même altitude, c'est donc forcément son énergie interne. On verra que c'est de l'énergie chimique. Pour compléter le diagramme des échanges d'énergie, on peut rajouter par exemple un moteur. Donc la pile fournit du travail électrique au moteur qui va ensuite l'utiliser logiquement pour tourner. Le principe de la pile. Alors, on va partir de l'exemple suivant. On prend un conducteur métallique par exemple, qui contient des électrons libres, et on place sur ce conducteur, par exemple, une lampe. Si on veut que la lampe s'éclaire, il faut que les électrons qui sont à l'intérieur de cette partie de circuit circulent. En effet, s'ils circulent, eh bien, ils vont échauffer le filament lors de leur passage, et ce filament va créer de la lumière. Il y aura un transfert d'énergie par rayonnement, ce qui est quand même le but de la lampe. Alors pour ça, il nous faudrait un objet qui libère d'un côté des électrons, et puis de l'autre côté, un objet qui en prend. Comme ça, il y aura un échange d'électrons, ils circuleraient, en particulier ceux du filament circuleraient aussi. Et donc il y aurait cet échange d'énergie. Alors nous avons vu dans un cours précédent un exemple d'objet qui était capable de libérer des électrons. Il y a par exemple donc les réducteurs électrochimiques dont la caractéristique est justement de libérer des électrons. Et puis de l'autre côté, il suffirait de prendre un oxydant dont la caractéristique est de prendre des électrons, et là tout le monde serait content. Au lieu qu'ils soient échangés directement entre guillemets de la main à la main, les électrons échangés passeraient par le circuit électrique et donc permettraient à la lampe de s'éclairer. Alors c'est justement ce qu'on fait dans les piles. Dans une pile, on a un compartiment qui comporte un réducteur et on a un compartiment à l'intérieur qui comporte un oxydant, un ou plusieurs oxydants. La combinaison des deux permet d'avoir donc un échange électronique entre la borne plus et la borne moins de la pile. Les électrons circulent à l'extérieur, donc passent par exemple ici dans la lampe. Voilà. Alors je les ai fait dans ce sens-là parce que dans ces petits boîtiers, la borne négative de la pile, c'est toujours le dessous de la pile. Et la petite bosse de la pile, c'est la borne positive. Voilà. Alors on a comme ça des boîtiers qui sont standardisés et donc un réducteur et un oxydant qui sont mis presque l'un dans l'autre dans deux petits boîtiers sur lesquels je reviendrai dans quelques instants. Alors en laboratoire, évidemment, on ne va pas fabriquer une pile dans un petit boîtier comme ça standard. Je vais prendre l'exemple de la pile Daniell, donc de John Daniell en 1836. Donc voici un schéma. Donc c'est une pile relativement simple qu'on peut mettre en œuvre encore là aussi très facilement en laboratoire. Alors pour ça, on prend les deux compartiments. Alors ces deux compartiments, ce sera tout simplement deux béchers qui contiennent chacun une solution aqueuse. Alors la première, c'est une solution d'ion cuivre, Cu2+, avec évidemment le contre-ion, l'ion sulfate ici, SO4-. L'ion SO4- ne jouera pas de rôle direct dans le fonctionnement de la pile, mais c'est le contre-ion, puisqu'une solution est toujours neutre. Donc s'il y a l'ion Cu2+ positif, il y a forcément un ion négatif, un ou plusieurs ions négatifs.
ici en l'occurrence l'ion sulfate. De l'autre côté, la solution est composée d'ion zinc, Zn de plus, et d'ion sulfate, SO4 de moins. Là aussi, solution neutre comme toujours. On ajoute dans la solution de cuivre une électrode, c'est-à-dire une lame tout simplement de cuivre, Cu solide, avec sa couleur orangée cuivrée traditionnelle. Ce qui fait que le couple qu'on a dans ce compartiment de pile, dans cette demi-pile, c'est le couple Cu de plus, donc l'ion qui se trouve en solution, et Cu, qui est le morceau de cuivre solide qui est immergé. On constate à ce moment-là qu'on a ici présent à la fois l'oxydant du couple, Cu de plus, et le réducteur Cu. De l'autre côté, on plonge une électrode de zinc, zinc solide Zn, et là aussi, on va donc avoir un couple formé de Zn de plus, l'oxydant, dans la solution, et de Zn, le métal solide, qui est immergé. Pour que cela fonctionne, on est obligé de placer entre les deux solutions un pont salin. Alors le pont salin, on y reviendra un petit peu plus tard, en tout cas on parlera de son utilité un peu plus tard. Sachez d'ores et déjà qu'il est nécessaire pour assurer la conductivité électrique et que sans lui, la pile ne fonctionne pas. Alors ce pont salin s'appelle ainsi puisqu'il est imbibé de sel, donc d'ions, qui permettent donc la conductivité électrique. Alors des fois on utilise un tube en U avec un gel à l'intérieur, souvent en laboratoire, qui contient donc des ions qui peuvent se déplacer et assurer la conductivité électrique. On a donc une pile qui n'est pas encore reliée à un circuit, mais qui en tout cas a tous les éléments pour fonctionner. Si on branche un voltmètre aux bornes de cette pile, alors le voltmètre, c'est un petit peu particulier parce que ça mesure une différence de potentiel qu'on appelle une tension électrique entre deux bornes, qui est la borne V de l'appareil et la borne COM, le commun. Une chose très importante à savoir, c'est que lorsque l'on branche un voltmètre, la tension indiquée peut être affichée soit positive, soit négative. Alors, contrairement à ce que des fois on dit, notamment dans les classes de collège, quand on manipule ces appareils, ce n'est pas une erreur si jamais la tension indiquée est négative. Non, elle donne simplement une information. Alors, il faut comprendre que la tension donnée par l'appareil, par le voltmètre, ou plutôt son signe, est directement liée à la polarité ici des deux électrodes. C'est-à-dire que si la tension indiquée par le voltmètre est positive, ça veut dire que la borne positive de la pile est du côté de la borne V et la borne négative est du côté de la borne COM. Si jamais la tension indiquée était négative, ça voudrait dire que la borne positive de la pile est du côté de la borne COM et sa borne négative du côté de la borne V. Donc il n'y a pas de faux ou juste, de branchement correct ou incorrect, il y a simplement une information sur la polarité de la pile. Alors dans le cas qui nous intéresse, si on fait la mesure, on trouve une tension positive dans cette configuration. Alors si la tension est positive dans cette configuration, ça veut dire que l'électrode de cuivre est positive, puisque la borne doit être positive du côté du V, et du côté du COM, puisque la tension est positive, la borne doit être la borne négative. Alors bien évidemment, le but c'est pas simplement de brancher un voltmètre aux bornes de la pile, pardon. Ça sert à quelque chose, ça sert à mesurer la tension à vide ou la force électromotrice de la pile. Mais enfin, une fois qu'on a fait ça, le but quand même de la pile, c'est de fournir son énergie. Quand on branche juste le voltmètre, elle ne la fournit pas. On a des informations, mais c'est tout. Alors, on va par exemple brancher tout simplement une lampe. Alors la lampe doit fonctionner et comme vous le savez déjà depuis le collège, le sens du courant c'est toujours du plus vers le moins. Donc je l'indique par une flèche comme ceci, mais ça veut dire aussi que les électrons vont dans l'autre sens. Alors ça je le déduis simplement de la polarité de la pile, c'est-à-dire la position des bandes plus et moins que j'ai déterminées juste avant. Il est important à ce moment-là de rappeler que la pile, donc il y a la partie interne et la partie externe de la pile. Des fois on dit le circuit extérieur à la pile. Alors j'ai ici entouré en rouge
la délimitation de la pile, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de ces pointillés, c'est l'intérieur de la pile, et évidemment tout ce qui est à l'extérieur, c'est l'extérieur de la pile. Donc on voit là par exemple que le circuit avec la lampe est bien à l'extérieur de la pile. Tout ça parce qu'on dit donc que le courant, le sens du courant, c'est du plus vers le moins à l'extérieur du générateur, donc à l'extérieur de la pile, et là on est bien à l'extérieur. Alors, comme les électrons arrivent du côté de la borne positive, ça veut dire qu'ils vont y être consommés. S'ils sont consommés, c'est que l'espèce qui est présente, alors un petit effort de mémoire, ce qui va consommer les électrons, ce sont les oxydants. Comme on a dans le couple Cu2+ et Cu, l'oxydant de ce couple c'est Cu2+. Ça veut dire que vraisemblablement, et c'est effectivement ce qui se passe, les électrons qui arrivent à l'électrode vont être consommés par l'ion Cu2+, qui est donc l'oxydant. Cela signifie que dans ce compartiment de la pile, il va se produire la demi-équation suivante, Cu2+, donc l'ion Cu2+, récupère les électrons qui passent par l'électrode dans la pile et se transforme en métal solide cuivre. Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. De l'autre côté, évidemment, les électrons partent. Donc ça veut dire que du côté du zinc, eh bien, les électrons sont produits. Donc ça veut dire que c'est le réducteur qui donne des électrons. Alors les réducteurs, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un. C'est le zinc solide. Donc la demi-équation de ce qui se produit, c'est le zinc solide Zn qui donne l'ion Zn2+, et 2 électrons qui sont donc libérés et qui vont passer à travers le circuit, c'est-à-dire dans la lampe, pour rejoindre le cuivre de l'autre côté. Il est très important de comprendre le sens de ces demi-équations, qui est donc déduit du sens de circulation des électrons, qui lui-même est déduit de la polarité de la pile. Alors tout ceci étant dit, évidemment, ça se passe simultanément de chaque côté, et on peut donc écrire l'équation globale de fonctionnement de la pile, qui est tout simplement la somme membre à membre de ces deux demi-équations, en n'oubliant pas évidemment d'égaliser le nombre d'électrons donnés et pris, puisqu'ils doivent être en nombre égal, et ça nous donne donc ici Cu2+ plus Zn donne Cu plus Zn2+. Alors si ceci se produit, évidemment dans le compartiment du cuivre, les ions Cu2+ ont tendance à disparaître en quantité, et inversement, de l'autre côté, la quantité d'ions Zn2+ augmente. Mais par contre, l'électrode de zinc diminue en taille, puisque des atomes de zinc sont transformés en ions. On a déjà une petite idée avec ceci de la durée de vie d'une pile, qui ne peut donc pas être infinie. Voilà pour le fonctionnement et la modélisation de la pile que l'on peut faire en laboratoire. Alors, un petit retour maintenant sur le rôle du pont salin. Alors le pont salin, je vous ai dit qu'il était fondamental. Alors l'idée première, c'est de fermer le circuit. On sait très bien que quand un circuit n'est pas fermé, il ne peut pas y avoir de circulation de charge. Mais on le comprend quand on regarde d'un petit peu plus près. Les solutions, je vous ai dit, et c'est un cas général, elles sont toujours neutres. Évidemment, quand les électrons arrivent d'un côté, eh bien les espèces qui vont réagir, notamment ici par exemple l'ion Cu2+, vont réagir avec les électrons, et donc des Cu2+ vont disparaître. Donc on pourrait penser que la solution n'est plus neutre, parce que pendant ce temps, le contre-ion, l'ion négatif SO4-, il est toujours présent, lui il n'a pas réagi. Or, comme une solution est toujours neutre, il faudra forcément que des espèces chimiques circulent pour venir compenser ces pertes de charge d'un côté et ces gains de charge de l'autre. Donc c'est le rôle du pont salin. À l'intérieur du pont salin, alors par exemple ici des ions chlorure et des ions potassium, vous avez circulation en même temps que les électrons dans le circuit extérieur qui vont compenser donc le gain ou la perte de charge électronique d'un côté ou de l'autre de manière à ce que tout reste neutre. Alors expérimentalement, on se rend compte que si jamais on les enlève, ces ions-là, la pile ne fonctionne pas. Donc il faudra toujours penser à mettre un pont salin. Dans les piles du commerce, le pont salin, puisqu'on a vu qu'il y avait deux compartiments, il se traduit en fait par une paroi poreuse à l'intérieur du premier compartiment qui permet des échanges ioniques entre les deux compartiments. Pour voir si tout ceci est compris, je vous invite à vous pencher sur cet exemple d'une deuxième pile, donc la pile zinc-aluminium. Alors d'un côté, on met une électrode de zinc qu'on plonge dans une solution de sulfate de zinc.
De l'autre côté, une électrode d'aluminium Al solide qu'on plonge dans une solution de sulfate d'aluminium. À vous d'essayer de deviner la réaction qui va se produire, sachant quand même que dans la configuration dessinée ici, c'est-à-dire en branchant un voltmètre avec sa borne V du côté de l'électrode d'aluminium, eh bien on mesure une tension négative. Alors je vous laisse raisonner et trouver les demi-équations, et à partir de là, vous devriez trouver l'équation globale de fonctionnement de la pile. Alors, la voici, à vous donc de la retrouver. 3Zn de plus 2Al donne 3Zn plus 2Al3+. Je vous remercie de votre attention.